Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur une grande question historique. Napoléon Bonaparte a-t-il été l'héritier fidèle de la Révolution française ou bien en a-t-il trahi les idéaux? Pour répondre, nous allons analyser son action dans plusieurs domaines. Tout d'abord l'armée, puis la diffusion des idées révolutionnaires en Europe, le Code civil et enfin les réactions nationales à son empire. Commençons donc par parler de l'armée. La Révolution française a marqué un tournant dans l'histoire de la nation. Avant elle, les individus s'identifiaient surtout à leur ordre, à savoir la noblesse, le clergé ou le tiers-état, ou à leur province. La Révolution a changé la donne. Elle a fait émerger un sentiment national, commun à tous, une conscience collective de former un seul peuple, uni. Désormais, tous les citoyens sont appelés à se reconnaître dans la même communauté, la nation française. Ils partagent des valeurs communes, comme la liberté et l'égalité, qui transcendent les différences sociales ou régionales. C'est une rupture majeure avec l'Ancien Régime. Mais cette idée d'appartenance n'est pas restée théorique, elle s'est traduite sur le champ de bataille. La Révolution se trouve rapidement confrontée à la menace extérieure. Les monarchies européennes s'allient, elles forment une coalition pour tenter de rétablir l'Ancien Régime en France. Face à ce danger, la République mobilise massivement sa population. C'est dans ce contexte qu'est instaurée la conscription obligatoire. Elle est instaurée par la levée en masse de 1793. Elle marque une véritable révolution militaire. Jusqu'alors, les armées de l'Ancien Régime étaient surtout composées de soldats de métier, souvent recrutés parmi les plus pauvres, et de nobles qui fournissaient les officiers. C'étaient eux qui commandaient. Avec la Révolution, l'idée est tout autre. Tous les citoyens sont désormais tenus de participer à la défense de la patrie en danger. Ce n'est plus une armée de métier ou de privilèges, c'est une armée nationale. Au nom d'un principe d'égalité, tout Français doit et peut défendre son pays. C'est un devoir du citoyen. C'est aussi un outil puissant pour créer un sentiment d'appartenance collective, car des hommes venus de toutes les régions se retrouvent dans un même uniforme, à chanter les mêmes chants, à se battre pour la même cause. La conscription devient ainsi un vecteur d'intégration nationale. Napoléon Bonaparte, formé dans cette école révolutionnaire, modernise l'armée française et en fait un instrument redoutable. Il la transforme en une force encore plus disciplinée et efficace. Lui-même est un exemple de cette méritocratie nouvelle. Fils d'une petite noblesse corse, il s'élève par son talent militaire et non par son titre. Pour garantir la compétence de ses officiers, il fonde de nouvelles écoles militaires, comme l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, fondée en 1802, afin de garantir que les chefs militaires soient compétents et non plus seulement issus de grandes familles. En parallèle, il réinvente l'art de la guerre. Il réorganise ses troupes en corps d'armée autonomes et mobiles. Ces unités peuvent se déplacer vite, frapper fort et se regrouper à la demande. Cela lui donne un avantage stratégique majeur face à des adversaires plus lourds et moins flexibles. Il améliore aussi l'équipement des soldats, le matériel d'artillerie et perfectionne la logistique, c'est-à-dire l'organisation du ravitaillement en vivres et en munitions. Tout est organisé pour rendre ces troupes rapides et efficaces. On parle alors de la Grande Armée. Elle est redoutée dans toute l'Europe. Autre innovation, héritée des principes révolutionnaires, la méritocratie. Grâce à Napoléon, des fils de paysans ou de bourgeois accèdent au commandement en fonction de leur talent et non plus de leur naissance. Cette élite nouvelle, compétente, est loyale à Napoléon car elle lui doit tout,
Elle devient le socle de son pouvoir. Grâce à ces réformes, l'armée napoléonienne devient une véritable machine de guerre. Elle permet à Napoléon non seulement de défendre la France, mais surtout d'étendre son empire et d'exporter ses réformes bien au-delà des frontières. À son apogée, vers 1811, l'empire napoléonien domine presque toute l'Europe. À la France s'ajoutent de nombreux territoires annexés directement, la Belgique, la Hollande, une partie de l'Italie et même le nord de l'Allemagne. D'autres États deviennent des royaumes dépendants, confiés à des membres de la famille Bonaparte. Son frère Joseph est placé sur le trône d'Espagne, son autre frère Louis devient roi de Hollande, tandis que son beau-frère Murat gouverne Naples. Enfin, plusieurs régions européennes, comme la Confédération du Rhin en Allemagne ou le Grand-Duché de Varsovie en Pologne, se trouvent sous une forte influence française. Partout, Napoléon impose ses réformes, l'abolition des privilèges, l'égalité devant la loi, les nouveaux codes juridiques. On parle alors d'un empire territorial, mais aussi d'un empire des idées. Toutefois, cette domination reste fragile, car elle repose sur la force militaire plus que sur l'adhésion des peuples. Ainsi, à ce niveau, une contradiction apparaît. Si l'armée révolutionnaire représentait la nation en armes, Napoléon utilise désormais la guerre pour asseoir son pouvoir personnel. Ce détournement de l'idéal révolutionnaire pose la question de savoir si Napoléon était à ce moment-là encore fidèle à ses origines révolutionnaires. Nous passons à présent à la seconde partie de la leçon sur la diffusion des principes révolutionnaires en Europe. À travers ses campagnes en Europe et durant tout l'Empire de 1804 à 1815, Napoléon ne se contente pas de conquérir des territoires, il apporte aussi avec lui des réformes directement inspirées de la Révolution française. L'abolition des privilèges héréditaires, l'égalité devant la loi, la promotion au mérite. Beaucoup de peuples découvrent ainsi des idées révolutionnaires qui étaient totalement nouvelles pour eux. Attention toutefois, Napoléon ne fait ses réformes pas par pur idéal. Elles servent aussi à ses propres intérêts. Elles renforcent son pouvoir personnel et celui de son administration. De plus, elles ne sont pas toujours acceptées par les peuples, car elles sont imposées par la force et sont souvent perçues comme une domination étrangère. Abordons à présent la troisième partie de la leçon sur le Code civil. En 1804, Napoléon promulgue le Code civil, que l'on appelle aussi Code Napoléon. C'est un texte fondamental qui rassemble les règles de la vie privée, mariage, famille, propriété. Pour la première fois, ces règles sont claires, accessibles et surtout identiques pour tous dans l'ensemble du territoire. Le Code civil garantit la propriété, la liberté individuelle et l'égalité devant la loi pour tous les habitants de la France. Jusque-là, le système judiciaire français était un véritable patchwork. Avant 1789, la France n'était pas seulement divisée socialement par les privilèges, elle était aussi juridiquement. Dans le Nord, on appliquait ce qu'on appelle les coutumes du droit coutumier. Dans le Sud, inspiré du droit romain, on utilisait d'autres règles. Aussi, les nobles et le clergé avaient souvent leurs propres lois. Résultat, un système extrêmement complexe, inégal et souvent incompréhensible pour les citoyens. Avec le Code civil, tout change. Il est promulgué en 1804 et réunit tous les citoyens sous un même droit commun. Désormais, quelle que soit la région d'où l'on vient, quel que soit son rang social, on relève des mêmes règles. Cette unification donne un cadre clair à la société française, définit les bases du droit moderne en matière de contrat, d'héritage, de mariage, de propriété. Il inspire de nombreux pays d'Europe et du monde. On peut donc dire que le Code civil incarne l'un des plus grands
héritages de la Révolution et de Napoléon. Mais derrière ce progrès, le Code civil inscrit aussi des inégalités durables. Ce recueil de lois est en réalité fortement marqué par la vision sociale de son époque. Ses promoteurs, dont Napoléon lui-même, considèrent la famille comme une cellule hiérarchique, dominée par le père et le mari. Concrètement, cela se traduit par une mise sous tutelle de la femme. Juridiquement incapable, elle ne peut signer de contrat ni gérer ses biens sans l'accord de son mari. Elle ne peut pas travailler librement ni ouvrir un compte bancaire. La femme mariée n'a pas l'autonomie de l'homme, elle est réduite à un rôle domestique, cantonné à l'éducation des enfants et à la gestion du foyer. Cette vision patriarcale restera inscrite dans la société française jusqu'au XXe siècle, certaines de ces dispositions ne disparaissant qu'avec les réformes des années 60-70. Par exemple, ce n'est que depuis 1969 que la femme mariée peut ouvrir un compte bancaire. Autrement dit, derrière l'universalisme proclamé par le Code civil, une partie de la population, à savoir ici les femmes, reste exclue de l'égalité. Aussi, une autre catégorie est considérée comme inférieure par le Code civil, ce sont les esclaves. La France, comme d'autres puissances européennes, possède encore des colonies, notamment dans les Antilles, où l'économie repose sur l'esclavage puisque ce sont les esclaves qui travaillent les plantations. Alors que la Révolution avait tenté de mettre fin à cette pratique en supprimant l'esclavage en 1794, Napoléon choisit de la rétablir pour des raisons économiques et stratégiques. Cette décision montre bien son pragmatisme politique, mais aussi son éloignement des idéaux de liberté universelle. Pour finir, passons à la dernière partie de la leçon sur la fragilité de l'Empire face au nationalisme. Malgré son apparente puissance, l'Empire napoléonien est fragile. En effet, un peu partout en Europe, des mouvements nationalistes émergent pour s'opposer à la domination française. Loin de libérer les peuples, Napoléon finit par susciter leur rejet et leur désir d'indépendance. Par exemple, en Espagne, Napoléon place son frère Joseph Bonaparte sur le trône. Mais cette décision provoque une véritable insurrection nationale. La guerre d'indépendance espagnole de 1808 à 1814, que les Espagnols appellent parfois la guerre de la liberté, est marquée par une résistance populaire acharnée contre l'occupation française. Cette guerre annonce le déclin de l'Empire. Dans d'autres régions, la domination française fait naître ou renforce un sentiment national. En Allemagne, des écrivains et intellectuels comme Goethe défendent l'idée d'un peuple allemand uni face à l'étranger. En Italie ou en Pologne également, l'occupation française stimule des mouvements qui bientôt réclameront leur indépendance. Ainsi, ce qui devait assurer la grandeur de Napoléon se retourne progressivement contre lui. L'Empire alimente, malgré lui, la naissance des nations modernes. En définitive, Napoléon est un héritier paradoxal de la Révolution française. Il en prolonge certains acquis majeurs comme la méritocratie, l'égalité devant la loi ou la diffusion d'un droit commun, mais dans le même temps, il détourne ses idéaux au service de son pouvoir personnel, en rétablissant l'esclavage, en restreignant les droits des femmes et en imposant sa domination par la guerre. Alors, préservateur ou traître des idéaux révolutionnaires, sans doute les deux à la fois. C'est cette ambiguïté qui explique pourquoi Napoléon continue de fasciner et de diviser encore aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tout a été bien clair. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.